On est de retour dans la grande édition de TV7, c'est l'heure de notre grand débat et on va évidemment revenir sur les enjeux autour de la mobilisation intersyndicale aujourd'hui. Face à la colère de la rue, quelle sera la stratégie budgétaire de Sébastien Lecornu, le nouveau Premier ministre ? Va-t-il céder aux revendications de l'opposition pour sauver son futur gouvernement de la censure ? Ou doit-il persister dans la voie de l'austérité pour réduire le déficit public ? Pour répondre à ces questions, j'accueille trois invités. D'abord Stéphane Aubé, bonsoir, vous êtes secrétaire général de la CGT en Gironde. Également avec moi Mathias Sora, vous êtes président du MEDEF en Gironde également. Et avec moi également Lilian Guignard, vous êtes référent girondin pour le Millénaire. C'est un think tank qui est spécialisé dans les politiques publiques. Bonsoir messieurs, merci beaucoup pour votre participation. La première question elle est pour vous, monsieur Aubé. Vous étiez évidemment dans le cortège. Quel bilan vous tirez de cette journée ? Une grande manifestation bordelaise et également partout en France, puisque à Bordeaux, nous étions 35 000 et plus d'1 million en France pour porter les premières urgences qui sont celles des travailleurs et travailleuses, à savoir l'augmentation des salaires, des pensions, des minima sociaux, mais également la volonté d'abroger la réforme des retraites qui aujourd'hui démontre que ce passage en force, à coup de 49.3 en 2023, nous amène dans l'impasse démocratique. Il serait temps que, enfin, l'exécutif, donc désormais conduit par M. Lecornu, l'entende et acte la fin de cette réforme qui est à la fois violente, inefficace, dont la très grosse majorité du pays refuse encore, 2 ans après, de voir son application. Lilian Guignard, la deuxième question, on est dans une impasse là, puisque on a d'un côté des manifestants qui ne veulent pas de ces mesures d'austérité, ils parlent d'injustice sociale, de l'autre on a un exécutif qui parle d'un effort nécessaire pour réduire le déficit. Comment on fait pour concilier ces deux visions ? C'est forcément très compliqué. Bon, déjà, je tiens à souligner un petit peu l'hétéroclisme de cette manifestation, puisqu'il n'y avait pas que la CGT ou d'autres représentations syndicales dans ce cortège. Beaucoup de professions libérales, comme les pharmaciens, les kinésithérapeutes, étaient également mobilisés lors de cette journée. Véritablement, ce mouvement est hétéroclite, polymorphe, comme je le disais, et c'est compliqué de savoir véritablement quelle était la sociologie complète de ces manifestants aujourd'hui. C'est encore plus le cas la semaine dernière avec le mouvement social Bloconto. Oh, tout à fait. Donc il y a un ras-le-bol, il y a une colère qui monte dans le pays, tout le monde l'a constaté. Maintenant, il est difficile de dire que ces mobilisations doivent forcément être récupérées par telle ou telle organisation syndicale ou tel et tel parti. Effectivement, il va falloir concilier. Le prochain gouvernement risque d'avoir du pain sur la planche. Mathias Sora, ces mesures d'austérité, les Français n'en veulent pas, pourtant le pays vit au-dessus de ses moyens avec un déficit public qui se creuse. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de déni, voire d'irresponsabilité de la part de beaucoup de Français ? Non, je ne pense pas qu'il y ait une forme de déni. Je pense surtout qu'il faut arrêter d'opposer les entreprises, les travailleurs, les bénévoles, les fonctionnaires. À partir du moment où tout le monde travaille, va dans le bon sens, essaie de relever ce pays jour après jour, essayer justement de rembourser cette dette, on devrait plutôt faire cause commune. Quand on regarde, donc la dette que l'on a génère des intérêts extrêmement importants, et en gros, il va falloir se mettre d'accord sur le fait que le seul antidote à une dette importante, c'est de la croissance. Donc il faut trouver les moyens pour réussir à faire de la croissance dans ce pays, afin de réussir à passer ce mur de la dette autrement que par de l'austérité. Une question également sur la stratégie à adopter. Est-ce qu'il faut effectivement miser sur la croissance, augmenter les impôts ou baisser les prestations sociales ? Comment on doit s'y prendre selon vous, monsieur Aubé ? Mais il faut surtout répartir justement les richesses créées qui sont énormes dans le pays. Aujourd'hui, c'est quand même plus de 2000 milliards de richesses créées dans le pays. Ce sont les travailleurs et travailleuses qui le créent
et c'est toujours pareil, c'est toujours les mêmes qu'il faut mettre à contribution, et jamais les plus riches, et jamais les entreprises, notamment celles du CAC 40, qui captent scandaleusement le premier budget de l'État, à savoir 211 milliards d'euros par an, et c'est la même qui capte cet argent public, qui après les redistribue en dividendes, et l'investit même pas dans l'outil de production, l'investit pas dans l'emploi, l'investit pas dans les salaires. Aujourd'hui, on a de plus en plus de salariés qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, qui n'arrivent pas à vivre dignement. Et donc, la première des responsabilités, aujourd'hui, c'est celle d'augmenter les salaires et de faire que l'argent public soit, si elle est donné, conditionné pour notamment faire que l'argent public puisse également faire que la politique industrielle réponde aux besoins du pays. C'est d'abord ça, l'urgence aujourd'hui, bien et répartir justement les richesses créées par les travailleurs et travailleuses. Mathias Soir, je sens votre réaction. Est-ce qu'on peut vraiment augmenter les salaires alors que le contexte économique augmenter est les salaires ne serait pas une mauvaise chose, simplement il faut penser que ça vient de la charge et des masses qu'il y a justement sur les salaires. Il faudrait alléger les charges pour pouvoir augmenter les salaires. Sur ça, on peut se rejoindre. Quand vous dites 211 milliards, moi je ne suis pas du tout d'accord. Déjà, il faut savoir que les entreprises sont contributeurs nets, donc une fois toute sortie de ces avantages, de plus de 365 milliards d'euros par an. Donc on est bien sur une contribution nette extrêmement importante. Quand on se compare par rapport à l'Allemagne, c'est plus 25%. Par rapport à l'Italie, on est à plus 20%. Par rapport à l'Espagne, on est à plus 25% également sur nos entreprises plutôt que les entreprises de nos voisins directs qui ont des pays tout à fait cohérents et qui fonctionnent. Donc il faut faire attention parce qu'à force d'alourdir en permanence la charge de nos entreprises, vous allez avoir des patrons qui ne seront plus des patrons français, mais qui seront des fonds de pension américains. Voilà. Si on prend après les 211 milliards, parlons-en. On commence par des choses extrêmement simples. 60 et quelques millions d'aides sur la partie salaire. Est-ce que vous pensez justement qu'il faut enlever des aides sur les salaires? Est-ce que vous croyez que ça peut aider les entreprises à payer mieux leurs collaborateurs? Premier point. Deuxième point, il y a un effet de bord. Vous avez des doubles taxations, c'est à peu près 50 milliards. Troisième point sur lequel on peut aller très vite, c'est la TVA réduite. Est-ce que la baguette doit être plus chère demain matin? Voilà le type de sujet. Vous avez mélangé énormément de choses, vous arrivez à un chiffre. Le vrai chiffre que l'on a derrière, c'est 70 milliards. Donc effectivement, 70 milliards, mais qui vient quand même en contribution nette des entreprises de plus de 365 milliards. Donc il faut que chacun fasse sa part. Les entreprises doivent faire leur part comme le reste de la population, à commencer surtout par une réduction des dépenses inutiles de l'État. Lilian Guignard, est-ce que les entreprises, elles en font assez pour contribuer à l'effort national ? Alors, le problème, je rejoins exactement ce que dit Mathias Soira, c'est-à-dire que c'est le coût du travail en France qui est cher. Augmenter les salaires, je pense que tout le monde sera d'accord pour le faire et serait d'accord à le faire dès demain. Le problème, c'est que quand on donne 1000 à un salarié, on sait très bien que c'est 2005 que doit payer le patron au bas mot chargé. Donc, le véritable problème est là. Évidemment qu'il y a des problèmes de pouvoir d'achat dans ce pays, qu'il y a des gens qui souffrent, mais il faut savoir aussi que nous avons été, à mon sens, trop longtemps des enfants gâtés, et évidemment, nous avons creusé cette dette en pensant qu'il s'agissait d'argent providentiel qui venait de nulle part, et maintenant, on est bien obligé de payer la facture. Donc le problème, à mon avis, il vient de là. Stéphane Aubé, je vous vois rire jaune sur le coût du travail. Oui, parce qu'en réalité, maintenant, tout ça est chiffré. Les 211 milliards, je comprends que ça déplaise au MEDEF. Pourtant, maintenant, c'est un rapport officiel du Sénat, voté à l'unanimité de la Commission, qui s'impose. Et oui, il y a un vrai scandale dans ce pays. C'est bien cet argent-là qui est donné sans contrepartie. Et dans ces 211 milliards, oui, il y a plus de 70 milliards d'exonération de cotisations sociales, c'est-à-dire moins pour la sécurité sociale, moins pour les congés maladie, moins pour la retraite, moins pour l'assurance chômage, moins pour les accidents du travail. Et ça, c'est un vrai scandale. Exonérer les salaires, le salaire brut, au-delà du SMIC, 1,5, 1,7, jusqu'à 2,7 SMIC d'exonération de cotisation sociale. Aujourd'hui, tous les chiffres, tous les économistes, et nous on lit les études, on les croit, démontrent que ça n'a
aucun impact sur l'emploi. En réalité, ce n'est que de l'argent donné dans ceux qui ont énormément aujourd'hui, à savoir les entreprises du CAC 40, dont le MEDEF représente une grosse partie. Et cet argent-là, elle est redistribuée en dividendes, 100 milliards. Encore cette année, c'est un vrai scandale. Cet argent-là, il devrait être justement être utilisé, notamment pour répondre aux besoins des gens. Les entreprises, les actionnaires n'ont pas besoin de cette masse d'argent incroyable, 100 milliards de dividendes, 211 milliards d'aides publiques. Donc oui, aujourd'hui, ceux qui créent les richesses, il faut le rappeler, ce ne sont pas les patrons, ce sont les travailleurs et travailleuses qui devraient avoir un juste retour sur leur salaire brut, à savoir le salaire net, c'est lui qui permet de boucler la fin du mois, mais également le salaire brut, ce qu'on appelle les cotisations sociales, pour faire que la vie à la retraite, la vie quand on est accidenté par le travail, accidenté par la vie, puisse faire qu'on soit en mesure de vivre dignement. Et donc c'est bien ça, aujourd'hui, le problème qui est devant nous, c'est à quoi sert cet argent énorme produit dans le pays. Monsieur du MEDEF rappelait des exemples européens. Oui, il a bien fait de prendre l'exemple de l'Espagne. L'Espagne a augmenté de 80% le SMIC. L'Espagne a investi énormément sur le social. En réalité, a fait la politique inverse de Macron. Macron, qui lui fait la politique de l'offre. En réalité, c'est une politique de la demande qu'il faut réaliser, notamment en augmentant les salaires. Oui, je voulais juste interpeller quand même le fait que ces aides ne viennent pas par hasard, c'est qu'elles sont au départ faites pour pouvoir rester compétitifs au niveau européen et au niveau mondial. C'est-à-dire qu'elles permettent aux entreprises un réinvestissement dans l'innovation, dans la recherche, dans ce genre de choses. Et évidemment, vous donnez l'impression que cet argent, on le donne gratuitement pour faire, et souvent c'est la rhétorique, cadeau aux entreprises et aux entrepreneurs. C'est pas du tout pour ça, c'est-à-dire que sinon l'entreprise va ailleurs et à ce moment-là, les salariés dont vous prenez la défense risquent de se retrouver au chômage. Aujourd'hui, vous avez des entreprises qui reçoivent des aides publiques, qui distribuent des dividendes et qui licencient. Vous avez encore une entreprise toute récente là, qui était dans la lutte à Haut-Hiver, une entreprise de production de verre qui appartient à un gros fonds de pension bien connu. On y était il y a quelques jours. On y était ensemble le 9 septembre. Donc qu'est-ce qu'on a mis en avant? C'est qu'une entreprise détenue par BlackRock, un fonds de pension, le plus grand fonds de pension américain, qui a reçu 15 millions d'argent public, maintenant ferme un four, licencie, alors qu'il suffirait d'ouvrir un four sur du verre blanc, on pourra en parler, ça coûte 20 millions d'euros un four. Donc voilà, l'argent public, il permettrait, s'il était bien utilisé, à investir dans l'industrie et à pérenniser les emplois. Et aujourd'hui, les aides publiques payent les licenciements, payent les PSE dans les boîtes. En aucun cas, les fonds publics payent les PSE et les licenciements dans les boîtes. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Par contre, moi, j'aimerais bien savoir si la CGT, du coup, n'est pas d'accord avec les 5 milliards d'aides sur le ferroviaire et donc sur les cheminots. Puisque dans les 211 que vous nous envoyez comme chiffre, il y a 5 milliards sur le rail. Est-ce que dans ce cas-là, vous considérez qu'il faut les sortir ? Nous, on dit qu'il faut remettre à plat ces 211 milliards. On ne dit pas qu'il faut les supprimer. Donc, dans les 211 milliards, il y a des énormes économies, du coup, recettes à aller chercher, notamment sur l'exonération des cotisations sociales. 80 milliards. Donc déjà, regardons 80 milliards. Donc une augmentation du coût du travail de 80 milliards de plus. Pas du tout. Bah si. Pas du Est-ce tout. que vous avez enlevé des exonérations? Pas du tout. Vous augmentez donc le coût du travail. Ça sera les mêmes cotisations sociales, sauf qu'aujourd'hui, vous ne serez pas, c'est pas l'argent public qui va les payer, ça sera vous qui allez devoir les payer, les entreprises. Exactement, même. C'est ce qui exactement. Donc aujourd'hui, c'est l'argent du contribuable, qui paye les cotisations sociales. Et donc ce qu'on dit, c'est aux patrons de le faire, aux entreprises de le faire. Les coûts du travail, les salariés français seront mieux payés. Est-ce que vous pensez qu'en alourdissant le coût du travail, ça sera mieux pour vivre en France? Aujourd'hui, le problème, c'est le coût du capital. Parce qu'au lieu de parler simplement avec des mots, il faut rentrer sur des réalités. Est-ce que réellement, la position de la CGT, c'est de dire le salarié français vivra mieux si nous augmentons le coût du travail? Nous aurons de plus belles entreprises, nous aurons, que ce soit des scopes ou autres d'ailleurs, aucun problème là-dessus, elles payent aussi ce type de cotisation. Est-ce que vraiment vous en êtes là, dans la non-compréhension? Je peux vous affirmer que nous, on affirme que les salariés vivront mieux
quand leurs salaires seront augmentés. Mais là, on clairement. est d'accord. Donc on est d'accord. Donc il faut augmenter les salaires. Donc si vous êtes d'accord, sortez le chéquier et faites le chèque. Écoutez, monsieur, je suis désolé, mais nous ne sommes pas une entreprise du CAC 40 autre qui grandit. D'ailleurs, je reprécise comme un point très important, le MEDEF s'occupe des TPE, des PME, des ETI et des grands groupes, de la totalité du spectre que l'on a en termes d'entreprise, par exemple sur le secteur local comme ici. Et heureusement, c'est tout à fait normal. En aucun cas, on peut. Aujourd'hui, les entreprises sont attaquées, que ce soit par les droits de douane chinois, que ce soit par les droits de douane américains, par la concurrence chinoise, par tout un tas de sujets. Ce qui reste, les entrepreneurs qui sont encore français, sont très clairement des patriotes qui sont restés ici malgré un coût du travail extrêmement important et des difficultés qu'ils n'auraient pas en étant dans d'autres pays. Nous devons travailler main dans la main pour trouver comment augmenter les salaires, comment payer cette dette et comment avoir de la croissance. Ça, on peut le faire. Si on décide de s'opposer, nous arriverons à rien. Vous tuerez les entreprises et vous aurez moins d'emplois et ça sera la misère en France. Lilian Guignard, est-ce qu'on peut se permettre de plus taper sur les entreprises alors qu'on va enregistrer cette année près de 67 000 défaillances d'entreprises? Est-ce qu'on peut se le permettre ? La réponse est dans votre question. Il est bien évident que tous des signaux comme ça européens nous sont envoyés régulièrement. Le dernier en date, c'est la petite piqûre de rappel de Mario Draghi sur la compétitivité européenne. Son rapport est sorti il y a déjà maintenant 1 an, quasiment rien n'a été fait depuis. Et effectivement, il va falloir un petit peu se réveiller parce que on peut taper sur les entreprises, et de toute manière, les derniers sondages le montrent, 71% de la population refuse toute augmentation d'impôts. D'ailleurs, dans la manifestation d'aujourd'hui, beaucoup des revendications étaient sur l'absence de hausse d'impôts. Et quand on dit hausse d'impôts, il s'agit bien évidemment du particulier, mais également de l'entreprise. Donc, la problématique, je rejoins Mathias Sora, va être de travailler main dans la main. Comment fait-on, alors que malheureusement, nous avons une dette colossale, pour arriver à maintenir un certain niveau et une certaine idée de notre contrat social, tout en, malheureusement, essayer de quand même combler cette dette qui se creuse d'année en année. Je voulais aussi vous faire réagir sur le modèle social. J'ai lu une étude comme quoi la majorité des Français sont favorables à le réformer pour réduire le déficit. Mais ça, c'est pour la théorie, puisqu'au fait, dès qu'on touche à leurs prestations sociales, ils s'y opposent. Quelle est la solution ? Est-ce qu'il ne faut pas réduire le nombre de prestations, le montant, ou alors le nombre de personnes qui en bénéficient, pour sauver un modèle qui, maintenant, n'est plus viable ? Le modèle, il est surtout attaqué par les politiques libérales menées depuis des dizaines d'années. On voit bien que l'argent qui était mis à contribution pour la solidarité nationale est aujourd'hui capté de plus en plus par les plus riches qui refusent, eux, de contribuer à la solidarité nationale avec tout un tas de dispositions d'optimisation fiscale ou des mesures échappatoires à l'impôt, et également les entreprises qui arrivent à s'exempter de la solidarité nationale à la proportion de ce qu'ils pourraient faire. Donc aujourd'hui, en réalité, c'est bien la politique qui est menée, c'est une politique qui permet de vider les caisses pour, en réalité, après, crier au loup en disant « Regardez, ça ne fonctionne plus, le modèle social ne fonctionne plus, donc il faut le réformer. » Et le réformer, c'est quoi ? C'est le privatiser. Donc c'est là où il faut éviter de tomber dans le piège. En réalité, si aujourd'hui on a la sécurité sociale, notamment c'est les retraites, pour revenir sur le sujet, il manquerait 12, 15 milliards sur une enveloppe de 400 milliards. Bon, là on voit bien, c'est toutes les politiques menées, notamment d'exonération, dont on parlait tout à l'heure, qui fait que ces petits 12 ou 15 milliards manquent dans la caisse. En réalité, si vous mettez en place des politiques d'égalité salariale, femmes-hommes, vous mettez en place des politiques de mise à contribution dans la solidarité, tout ce qui est rémunération, dividendes pour le capital, vous mettez à contribution également tout ce qui est participation, tout ce qui est rémunération périphérique, vous n'avez plus de trou dans la caisse de la sécurité sociale. Donc c'est bien ça qu'il faut aller imposer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, de nouveau, on manifestait ce 18 septembre. Et c'est pour ça qu'on appelle de nouveau à mettre en débat les actions futures, notamment par la grève dans les entreprises, pour se retrouver enfin de plus en plus nombreux rapidement. Pour financer ce modèle social,
Sébastien Lecornu, qui en ce moment est en train de consulter l'opposition. Il a une exigence de la part de la gauche, c'est de créer la fameuse taxe Zuckman, qui permet notamment d'imposer à hauteur de 2% les patrimoines supérieurs à 100 millions d'euros. Cette taxe, ce serait pour vous un point de non-retour ? C'est un détail de cette taxe qui n'en est pas un, qui est vraiment une problématique très forte. C'est que cette taxe se base sur les 100 millions d'euros, non pas sur de l'argent, mais sur le patrimoine justement productif des entreprises. Or, le patrimoine productif des entreprises, ce que vaut une entreprise, n'a rien à voir à ce qu'elle est capable de générer comme cash pour pouvoir payer l'impôt. C'est là où il y a un problème de bord. Et on ne parle pas d'entreprises du CAC 40, on parle des plus belles ETI qu'il y a par exemple dans la région, qui seraient en totale incapacité de pouvoir payer cette taxe. Donc on nous dit qu'il y a des solutions, autant aller donner directement 2% de son entreprise à l'État via des parts, ce qui est quand même très amusant comme type de sujet. Et puis quand on voit comment l'État a géré beaucoup d'entreprises, on peut se poser la question. Moi, je reviens quand même sur 2 points qui ont été dits. Quand on dit qu'on a un problème des retraites, ça vient à des rentrées. C'est nier la démographie. C'est-à-dire que la compréhension simple de la démographie, vous l'oubliez complètement. Le fait qu'il y a beaucoup plus de retraités que d'actifs par rapport à il y a 30 ou 40 ans ne fait pas partie du problème pour vous. Je suis quand même très étonné. Autre point que je ne comprends pas du tout dans ce que vous dites, vous semblez dire que les dividendes ne sont pas taxés. Il faudra m'expliquer. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment sont taxés les dividendes en France ? Elles sont exonérées de la contribution à la sécurité sociale. Donc clairement, aujourd'hui, on est dans cette problématique-là. Et je veux bien revenir sur cet exemple-là qui est très bien, qui illustre aujourd'hui le caprice du patronat, qui est en train de crier au scandale quand on vient lui expliquer que... Il serait envisagé de les taxer sur 2%. Donc 2%, attendez, je vais vous c'est quand même la taxation ça concerne un minimum 2%. On ne parle pas d'un impôt confiscatoire. Selon on a un patronat qui derrière cette taxe, Gabriel Zuckman, il dit que finalement, en proportion de leur fortune, de leurs revenus, les milliardaires payent en moyenne 2 fois moins d'impôts que le reste des Français. Ça ne permettrait pas de rétablir une justice sociale et fiscale ? Alors, 20 milliards dans les caisses de l'État si on mettait en application ces 2%. Mettez-le, nous, pour la CGT, on est très favorable à ce minimum de 2% de taxation du capital. Alors, dans cette taxe Zuckman, d'abord, il faut essayer de la reprendre dans son sens tel que Gabriel Zuckman tente de nous la faire passer. Il s'agit d'une taxe qui mélange un petit peu la taxation sur des revenus, sur des dividendes, mais on mélange valorisation de l'entreprise avec son chiffre d'affaires, etc. Donc ce n'est absolument pas 2% que vous récupérerez sur les ultra-riches. D'abord, il faut noter qu'ils ne sont que 1800 foyers en France. Ça fait pas beaucoup quand même. Voilà, bon, d'accord. Donc ça veut dire que vous allez récupérer rien du tout, c'est une goutte d'eau par rapport 20 au milliards, déficit. La moitié de ce que vous voulez nous faire payer, M. 20 milliards chaque année. Moi, je persiste à dire confiscatoire, mais quand même qui, en plus, si vous voulez, n'est finalement pas si juste que ça. On va prendre l'exemple, par exemple, d'Arthur Munch avec Mistral AI. Voilà, AI. Évidemment, lui, sa boîte est valorisé à hauteur de 14 milliards, mais l'argent virtuel. C'est une valorisation, c'est-à-dire qu'on prend en compte également ses perspectives, comment va devenir l'évolution de cette boîte dans les prochaines années, et quelques données comptables, mais ce n'est en aucun cas un chiffre d'affaires, et effectivement, impliquer 2% de taxes appliquées, 2% de taxes sur une licorne comme celle-ci, déjà que nous n'en avons pas beaucoup. Je parlais tout à l'heure du rapport de compétitivité de Draghi. Évidemment que ça ne va pas dans ce sens-là, parce que déjà que nous sommes en retard d'innovation dans ce pays, si on commence à mettre des taxes sur ce type de start-up licorne, décacorne comme on dit maintenant, c'est sûr que ces entreprises vont partir ailleurs. Pour beaucoup d'entreprises, ça oblige tout simplement à les vendre. Il faut être extrêmement clair. Et à les vendre à qui ? À des fonds étrangers. Donc après, c'est un choix de société qu'on veut, d'être dominé par les étrangers ou pas. Je reviens quand même, moi, sur les dividendes, parce que j'entends souvent que ce n'est pas taxé, c'est ce que vous venez de dire. Alors, juste pour petit rappel sur les dividendes, puisqu'a priori, vous ne savez pas comment ça fonctionne.
Pour qu'il y ait des dividendes, il faut déjà qu'il y ait un impôt sur les sociétés, 25%. Vous prenez 100, vous enlevez 25%. Derrière, vous avez une flat tax à 30%. Vous renlevez 30%. Derrière, puisqu'on n'est pas en train de parler des ultra-riches, ça concerne très peu de personnes, mais vous avez 4% de plus. Donc quand vous avez 100, à la fin, vous avez 50. Vous divisez par 2. Si ça, ce n'est pas déjà une taxation, c'est qu'a priori, on se comprend mal. 100 milliards de dividendes, taxés comme l'est aujourd'hui le travail, vous remettez toutes les caisses de sécurité sociale dans le vert. Les 2%, aujourd'hui, la taxe humaine, c'est quand même un minimum d'application pour pouvoir faire que chacun puisse contribuer à la solidarité nationale. Cet argent et du réinvestissement. La question, ben non, j'ai besoin de finir. Allez-y. Ces 2% sur le capital, aujourd'hui, dans chaque citoyen le paye également. On dit non, vous ne pouvez pas taxer le capital, la propriété. Un propriétaire, aujourd'hui, il paye des impôts fonciers. On le taxe déjà sur la propriété, sur le capital. Et les entreprises, elles, ne devraient pas le faire. Et les ultra-riches ne devraient pas le faire. Donc, tous les citoyens le font. Et on crie au scandale quand on parle de 2%, quand il s'agit de 1800 familles, ou quand il s'agit des entreprises qui déjà distribuent énormément d'argent à leurs actionnaires. Donc, il faut être un peu sérieux. 2%, c'est rien du tout pour pouvoir faire que demain, oui, les finances publiques puissent enfin permettre de répondre aux besoins industriels, aux besoins de réponse en termes de services publics, l'école, les hôpitaux. Donc l'argent, il est juste là, il fallait le chercher, il y en a. Je suis désolé, on arrive au terme du débat, on est au bout du chrono, je suis vraiment désolé, il y avait encore beaucoup de choses à traiter. J'avais aussi envie de parler de l'abrogation de la réforme des retraites, qui est aussi une exigence de la CGT. Et coûte pas cher. On a manqué de temps pour ça. 3 milliards d'euros pour 2026. Mais merci beaucoup en tout cas, c'était très nourri. Merci à vous. Merci également à vous pour votre fidélité. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Cléa Dufoy pour la météo. Puis ce sera 19h Sport avec Dorian Malvezin. Quant à moi, je vous retrouve à 19h30 pour un nouveau journal. Avant Hebdo Echo à 19h45, suivi de Mode d'emploi à 20h. Restez bien avec nous, l'information continue sur TV7.